Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Non, après, le seul truc, le meet-up avec Alexandre Bring là, sur Web Marketing Rennes. C'était pas Startup Addict, c'était encore chose. Ça, c'est un autre. On en a créé 2, Startup Addict, celui que j'ai lancé un peu de mon côté. Après, j'ai prêté main forte à Alexandre Bring sur son meet-up Web Marketing Rennes, où là, on est passé à un niveau, je dirais, supérieur, parce que Startup Addict, c'était des plus petits events, un peu after work. Alors que Web Marketing Rennes, pour le coup, c'était des trucs, tu vois, en mode conférence, 100, 120, 200 personnes. C'était vachement bien. Je me rappelle avoir assisté à 2-3 événements. Ouais, voilà, et là, on faisait des choses un peu plus fat, quoi, mais... Bah écoute, je te propose de commencer, si ça te va. Allez. L'enregistrement a déjà commencé, mais on nous entendra sûrement déjà un peu parler des TDI. Et bah Alexandre, merci d'avoir accepté ce podcast. Merci à toi. Un petit moment qu'on essaie de caler ça, mais on arrive enfin à trouver le temps ensemble. Je crois que... Et je tiens à préciser, ce n'est pas de ta faute, mais tu es le recordman de report de podcast. En partie, je suis responsable. Je prends ma part de responsabilité sur ce sujet. C'est beaucoup moi aussi. Avant de commencer, les auditeurs du podcast le sauront, avant de commencer vraiment de rentrer dans ton expérience professionnelle, je vais te poser une question que je pose deux questions que je pose à tout le monde, qui est présente-toi. Qui es-tu, Alexandre ? Eh ben, moi c'est Alexandre, j'ai 31 ans, je suis cofondateur de 2 sociétés aujourd'hui principalement. Je dis principalement parce qu'il y a toujours d'autres petites boîtes qui traînent à côté, des choses, on va dire en périphérie, mais aujourd'hui mon activité elle est sur 2 sujets. Le premier c'est Cosmic, boîte que tu connais bien d'ailleurs, où en gros on fait de la création de sites web, de landing page, de plateformes médias. Avec une petite particularité, c'est qu'on est entre l'agence et le collectif. Moi, j'ai pas su choisir. L'agence, il y a des choses qui me plaisaient pas trop. J'avais pas envie de monter une boîte où on est, tu vois, dans un schéma un peu classique de on grossit, on embauche des gens, on a des stagiaires en fait qui vont s'occuper de faire le café, le gros cliché, tu sais, et puis des alternants après pour être sur des sujets pareils, design ou autre. Moi, j'ai pas voulu créer une agence bête et méchante, tu vois, et faire de la renta sur ce sujet-là. Et à la fois, ce qui m'attirait énormément, c'est le collectif, la façon de gérer en ayant des entrepreneurs autour de la table. En partageant aussi la richesse et en ayant des gens qui se soient vraiment appliqués dans le boulot. Bon, pour reprendre, en gros, voilà, il y a Cosmic avec lequel on fait à la fois de la création de sites web, de landing page, de plateformes médias. Et puis l'autre société, c'est Script, où là, on est beaucoup plus dans un milieu audiovisuel. En fait, moi, je m'éclate bien avec ces 2 activités parce qu'elles paraissent un peu éloignées et différentes. Mais au final, on a des vraies similarités et surtout cette partie digitale qui unit les 2. Parce que voilà, ça c'est quelque chose qu'on met pas trop en avant, mais Cosmic, dans l'ombre, on va dire, s'occupe de la partie digitale en partie de Script. Et Script, du coup, c'est une agence audiovisuelle qui travaille à destination du milieu médical. Donc très niché. Très niché. On a en fait on bosse avec les labos pharma. Je précise pas dans le côté obscur de la force. J'aime bien m'amuser à dire ça parce que on sait que la partie labo, il y a un peu 2 univers. Il y a le côté produit, très vente, et puis on a la partie partage de savoir-faire scientifique aussi, qui est quand même un enjeu majeur pour les laboratoires. Ils agissent et ils investissent aussi dans cette partie-là. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup avec cette société, c'est qu'on accompagne ces laboratoires à communiquer
de façon un peu innovante aussi. Donc, on a eu le moment Covid avec la série de webinars et puis tous les sujets on a dû sortir un peu dans l'urgence à ce moment-là. Et puis là, on a un vrai retour au présentiel. Donc voilà, Script, c'est vraiment une boîte où on va se déplacer, suivre l'événement, le capter et le rediffuser après sur des supports digitaux. Et bien souvent, on est dans dans des configurations live stream. C'est un peu la particularité aussi de Script, c'est de se dire, voilà, on est toujours dans des schémas où il faut capter l'information, la rediffuser en temps réel auprès d'une communauté ciblée, experte médicale. Donc ça, c'est notre ICP en fait, enfin, c'est la cible principale de Script. Après, on adresse aussi des palais des congrès, on a bossé avec quelques ministères, on est en train d'ouvrir en fait en termes de cible parce qu'on a aussi une offre en fait qui peut intéresser d'autres secteurs et qu'on a envie à terme là, et ça va peut-être être un de nos objectifs 2024, c'est de pouvoir adresser plus largement d'autres cibles. Ouais. C'est d'ailleurs, parce que je ne vais pas le cacher, hein, nous on a déjà beaucoup, on se connaît depuis nos passés entrepreneuriaux. Donc on se connaît depuis un bout de temps, on a rééchangé. Moi, quand j'ai changé d'activité avec Insaniam, on a pas mal échangé. Ouais. Voilà, pas forcément avec une intention première, mais on a échangé, on s'est intéressé chacun à l'activité de l'autre, savoir-faire. Donc des choses que tu m'as déjà présentées, mais avant que j'en revienne un peu sur ton histoire, je vais te poser ma fameuse deuxième question, parce que qui est comment tu te définis, toi, aujourd'hui, professionnellement? Comment je me définis professionnellement? La question est intéressante. J'ai pas eu souvent l'occasion de répondre à ce type de questions. Pour moi, je suis vraiment curieux. J'ai envie d'être ouvert à un maximum de choses. On est dans un monde où tout évolue hyper vite. Avant, j'avais l'impression, tu vois, quand j'étais dans cette période start-up, j'avais l'impression d'être toujours à la pointe, toujours à avoir les dernières façons de faire. Et aujourd'hui, peut-être l'âge qui fait ça, j'en sais rien. mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui explosent. Il y a l'arrivée aussi de tout ce qui est intelligence artificielle avec tous les usages possibles. Et à chaque fois que je découvre de nouveaux produits, de nouveaux outils, je me dis, ok, à la fois c'est hyper intéressant, à la fois c'est un peu flippant aussi parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait derrière et les dérives associées. Mais voilà, moi je me définis comme quelqu'un de très curieux, très ouvert. J'aime beaucoup tester, tu le vois avec tous les gadgets que j'ai ici. J'aime bien être un peu le James Bond là, avec tous ces gadgets pour pouvoir tester et appréhender un peu mieux les choses et puis partager aussi tout ça avec les autres parce que le faire tout seul, c'est quand même pas très amusant, quoi. Ouais, c'est clair. Pour donner un peu de contexte, c'est vrai que le temps que je monte mon setup de podcast, on a discuté pas mal matos, parce que moins que toi, je pense, mais j'aime bien aussi un peu les gadgets, et tu m'as sorti des trucs de l'espace qui sont trop cool en plus. J'adore. Donc, mais c'est intéressant que tu te définisses comme ça, parce que tu vois, moi, ma perception que j'ai de toi, c'est le terme très classique entrepreneurial, d'entrepreneur, tu vois, ce que je pense que tu es, parce que par définition, mais c'est marrant que tu te définisses pas comme ça, et que tu te définisses vraiment par cet aspect curieux. C'est ce qui te va très bien, hein. Attention, je ne dis pas le contraire, mais tu vois, je me serais attendu à une réponse plus classique, donc c'est vachement sympa, je trouve. Plus classique je suis entrepreneur, voilà, dans le digital, boîtes, je monte des boîtes, ok. Ouais, non, vraiment, c'est curieux et puis envie de tester des choses aussi. Tu vois, moi, je pense que ce qui m'embête un peu, c'est de se dire, ok, là, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, on va chercher à scale là-dessus et puis très bien. Enfin, je m'ennuie assez vite, en fait, sur les projets. Donc, j'ai toujours besoin d'innover, de tester de nouvelles choses et d'avoir aussi une équipe à côté de moi qui va être créative et qui va m'aider à faire ça. Et ouais, je pense que c'est pour ça que je fais un résumé avec le côté curiosité, mais c'est aussi, voilà, dans l'entrepreneuriat, moi, ça va me pousser à vouloir innover, à vouloir créer des rapprochements entre des entrepreneurs qui ont d'autres idées, d'autres envies aussi de leur côté. Ouais. Ouais, mais c'est une définition, tu vois, je trouve. Je suis pas pro définition classique, même si bon, ça donne un statut, mais je trouve que c'est vachement intéressant de comment on se voit, parce que ça donne une image de qui on est, en fait. Donc, et tu vois, moi je te dis, hein, sans fausse modestie ou sans vouloir te flatter, c'est que curieux, tu vois, quand on a discuté, c'est vrai que déjà rien que le fait, alors même si c'est relié, et de par mon expérience professionnelle, je peux en témoigner aussi, mais quand on dit déjà digital et vidéo, bon, ok, c'est dans le même domaine, dans le très grand domaine, si on... mais tu te dis, la correspondance, le lien se fait pas forcément automatique.
Et puis quand tu parles, en plus, toi, de vidéos live, tu fais... Et puis en fait, quand on en parlait et qu'on va reparler là, en fait, c'est vachement rapproché. Donc, on se rend pas compte et c'est vachement intéressant. Donc, curieux, j'entends bien et je suis assez en raccord avec ça. Donc ça, c'est très cool. Et pourtant, là, tu vois, on parle de digital et de vidéo, mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, t'as pas commencé tout de suite dans ce monde-là, en fait, toi. T'as vraiment commencé Non, un pas peu du tout, ouais. dans l'événementiel, en fait. C'est ça, dans l'événementiel, depuis que je suis tout petit, enfin tout petit, pas à 5 ans non plus, hein, mais mes parents, c'est vrai donc on a passé une bonne partie de notre temps à l'île de la Réunion. Et mes parents, quand on est arrivé, quand on est allé là-bas, donc mon père est originaire de la Réunion, on a repris ils ont repris une entreprise dans l'événementiel, dans tout ce qui est location de matériel événementiel et de réception. Et c'est vrai que très jeune, en fait, on est allé sur les chantiers. Moi, j'ai découvert un peu l'envers du décor, en fait, de ce milieu événementiel. Et ça a été très intéressant, très enrichissant, parce qu'on avait, mine de rien, un privilège, même si on était déjà en train de travailler, on va dire, on était aussi dans les coulisses des événements. Donc là où les gens n'ont pas le droit d'aller parce que tu as des barrières, non, tu as le staff qui passe, c'est le staff qui va découvrir un peu l'envers du décor, les coulisses. Donc j'ai découvert quand même un peu le monde audiovisuel comme ça. Dès qu'il y avait un concert, quelque chose un peu d'ampleur, on était derrière dans les backstage en train de monter tout ce matériel. Donc moi, j'ai vraiment, j'avais envie de découvrir cet univers et d'y prendre part. Et donc oui, j'ai commencé assez jeune, je pense aux alentours des 15-16 ans, vraiment à donner un coup de main sur les chantiers. Dès que j'ai eu la majorité, j'ai eu le permis tout de suite, j'ai commencé à prendre des équipes, à leader un peu le truc sur certains chantiers. Enfin voilà, ça a été pas toujours évident de travailler en famille, hein. Je pense que ceux qui ont déjà eu cette expérience-là pourront en témoigner. Mais très riche, et ouais, ça a été mes débuts dans l'événementiel. Justement, tu mentionnes le fait que tu as travaillé dans une boîte familiale, ce qui est pas toujours le cas dans le sens où c'est quelque chose de courant dans le sens, notamment dans le commerce, des choses comme ça. Mais c'est pas courant non plus de toujours. Tu vois, par exemple, mes parents étant professeurs, ça risquait pas d'arriver. Comment justement on intègre une boîte un peu familiale et comment on se place un peu, parce qu'on a beaucoup de clichés, je vais être très franc, hein, on a beaucoup de clichés sur le fils qui arrive dans la boîte et qui va prendre la relève, machin, mais qui n'a pas forcément le même mérite. Comment toi, t'as un peu abordé pas forcément ce biais-là, parce que je sais pas si c'était dans ton cas, mais tu vois, arriver dans une boîte de familiale, quoi. Ouais, je vois bien. Je vois bien, et effectivement, les clichés, je les avais un peu comme ça. Après, moi, je suis arrivé jeune, en fait. Tu vois, à 15-16 ans, t'es pas le fils qui vient et qui va reprendre les rênes petit à petit et tu sais, mal vu par l'entreprise, etc. T'es plus le gamin qui vient donner un coup de main. Et puis après, à toi de voir dans quel move tu as envie d'être, c'est-à-dire est-ce que tu vas être juste donner un coup de main, ou est-ce que tu vas vouloir défricher, aller un peu au-delà en te disant peut-être que j'ai un avenir là-dedans et ça pourrait être intéressant de se placer, quoi. Donc de mon côté, c'est vrai qu'on réfléchissait pas trop. C'était plus des opportunités. C'est tes parents, ton père qui t'embarque, qui dit allez viens, on a un chantier, on a un truc à faire. Et puis toi, on est à la Réunion, quoi. Donc les chantiers qu'on peut être amené à faire, souvent c'est soit des événements, enfin en lien avec tout ce qui est audiovisuel, soit ça va être pour des événements sportifs. Enfin, il y a plein de choses à découvrir de ce côté-là. On était notamment partenaire d'un événement à La Réunion qui est assez connu, qui s'appelle le Grand Raid. Je ne sais pas si tu connais la Diagonale des Fous. Enfin, c'est une course, course à pied, ouais. voilà, qui est très très connue. On était partenaire officiel de cet événement-là, et pour nous c'était un challenge, en fait. Tu vois, quand on avait ce chantier-là à gérer, c'est chaque point, en fait, de ravitaillement, on devait les suivre. Quand le dernier coureur passait, on enlevait le matériel et on le remontait en face, quoi. Et les points d'étape, il fallait y aller. Des fois, tu faisais des mini-randonnées pour aller monter. Il y a du matériel qui était illitroyé parce qu'il y a des endroits qui étaient inaccessibles en véhicule, etc. Enfin, tu vois, c'était un peu des challenges. Là, je te prends le gros challenge, on va dire, de la boîte. Mais moi, j'ai commencé là-dedans. Tu vois, je suis arrivé petit, j'ai découvert ça. Je me suis intégré comme j'ai pu avec l'équipe. Et puis, avec le temps, en fait, moi, j'ai eu d'autres objectifs. Je savais que je voulais entreprendre. Je pense que depuis que j'ai 15 ans, j'ai envie d'entreprendre. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'entreprendre, c'est
plus le groupe de musique que j'avais monté à l'époque. Je suis musicien et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, j'adore fédérer des gens autour d'une cause commune. Et là, on avait cet objectif, tu vois, de percer dans la musique comme tout gamin qui se lance là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est quoi, ça se rattache à quoi? Je savais que j'avais peu de chances de faire une carrière dans la musique, mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut se rattacher un peu à cette façon de faire, au fait d'avoir une équipe et tout. Et l'entrepreneuriat, en fait, a été un peu une évidence à ce moment-là. Je savais pas dans quoi je voulais entreprendre, mais j'avais envie d'entreprendre. Donc, j'ai pas eu, pour répondre à ta question, tu vois, ce ressenti de mince, est-ce que je suis légitime pour, est-ce qu'on veut de moi sur cette partie-là. Enfin, j'ai pas ressenti ça s'est fait assez naturellement. Ouais, ce qui donne souvent une perspective aussi intéressante, parce que souvent on voit cette perspective comme moi je peux avoir d'extérieur, alors que toi, ta perspective d'intérieur, en fait, tu t'es rentré dans le truc parce que c'était logique, et puis C'est ça. on t'y a amené, et puis tu t'es pas posé la question de est-ce que c'est ma place ou pas, quoi. Ouais. T'y as été, et puis voilà. Et je reviens un peu sur tes envies entrepreneuriales qui sont, tu vois, c'est marrant, j'aurais pu penser que tes parents étant entrepreneurs ou ayant repris une boîte, ça aurait pu te donner l'envie. Mm. Et tu vois, tu me dis, c'est plutôt le groupe de musique, donc c'est marrant comme quoi ça vient d'un autre truc. Ouais, c'est ça, c'est un autre déclic, alors qu'en fait, oui, de l'entrepreneuriat, il y en a là sous les yeux depuis un moment, mais effectivement, c'est un autre déclencheur, je pense que j'ai eu. Et ça t'a amené à créer quand même pas mal de boîtes depuis jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait. Alors, de boîtes, je vais préciser mon propos, c'est d'entreprise, mais aussi de projet. Mm. Parce que moi, j'en connais certains, on va peut-être un peu les citer, mais je suis sûr que je connais pas tous en plus. Donc, Oui. c'est assez fou, quoi. Bah, là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, où rapidement, moi, je peux m'ennuyer sur un projet. J'ai besoin, effectivement, d'être sur plusieurs sujets, plusieurs projets en même temps. J'arrive pas toujours à tout organiser comme je veux. Forcément, à un moment, ça commence à peser un peu. Et j'ai aussi beaucoup appris avec le temps sur comment le gérer et puis quelles sont les priorités aussi. Mais oui, je peux pas être que sur un seul sujet et puis m'ennuyer entre guillemets sur ce que je fais. Ouais. Ouais. Et en plus, tu as vraiment continué, parce que tu as vraiment continué, toi, tu as vraiment commencé dans l'entrepreneuriat, après le groupe, je pense, le groupe de musique, vraiment aussi un peu dans l'événementiel, en fait. Tu as un peu poursuivi avec une boîte qui s'appelait La Piscine. Ouais, c'est ça. En fait, si je reviens sur mes études, par exemple, je me suis rapidement ennuyé dans mes études. Je projetais d'aller chercher le cliché master, etc. Enfin voilà, de dupliquer un peu, enfin de multiplier les études pour avoir le meilleur bagage possible. Et puis en fait, je me suis ennuyé. Je suis peut-être pas tombé sur la bonne école non plus, mais j'apprenais beaucoup plus en auto-formation à côté. Très curieux encore une fois sur tout ce qui était MOOC. Les formations, les rencontres, et il y a pas mal de choses où en fait, je suis allé chercher ce qu'il me fallait pour pouvoir poursuivre mes objectifs. Et donc du coup en études, je me suis ennuyé. Je me souviens avoir claqué la porte de mon BTS parce que ça se passait pas bien au niveau de l'école et je me suis dit bon allez je pars. Mais ce qui a motivé aussi ce départ, c'est ce projet événementiel, le domaine justement la piscine dont tu parles. Parce que à ce moment-là, il y avait un terrain en friche, un nouveau projet, il fallait tout construire dessus, monter une équipe, monter le service, le produit qui allait bien derrière. Et je l'ai vu comme un vrai challenge. Je me suis dit, bon, c'est un peu la chance de construire quelque chose, de le faire naître, et puis que ça soit un peu je dirais, la première corde à mon arc, plus qu'un diplôme que je ne peux pas valoriser comme je veux et qui n'aurait pas eu trop de sens dans mon parcours, quoi. Donc à ce moment-là, j'arrête les études, je fonce dans ce projet. Euh, on le construit en fait avec une petite équipe, on était 6-7 personnes. Et puis après, l'objectif, ça a été de le diriger pendant un an. Donc, pour rappel, hein, ce domaine-là, ce domaine qui s'appelle La Piscine, parce qu'il est construit sur une ancienne piscine municipale qui était un lieu culte en fait à l'époque à La Réunion, qui est au Barachois. Donc, Barachois, c'est un peu c'est la capitale en gros Saint-Denis, en fait, c'est la capitale de l'île. Donc c'est vraiment un lieu emblématique et donc on l'a appelé La Piscine pour cette raison. Et c'est un domaine événementiel qui fait à peu près 400, enfin avec une salle de 450 mètres carrés, vue mer, vue montagne, etc. Enfin, on est dans un bel endroit. Et en fait, moi j'ai géré ce domaine-là pendant un an.
On a à la fois des prestations un peu clichés et classiques, mariage, baptême, etc. Et on a aussi toute une partie B2B avec des boîtes type banque, assurance, compagnie aérienne, etc. Des boîtes qui ont un petit peu de budget pour faire de l'événement, un événement un peu quali. Et là, on a eu toutes sortes de choses. Ça pouvait être des galas de fin d'année, des concours culinaires télévisés, des défilés de mode, voilà, à petite échelle, parce qu'encore une fois, on est limité par l'espace, mais plein d'événements différents qui pouvaient nécessiter, je sais pas, 5-6 prestataires, comme une quinzaine, une vingtaine, enfin voilà. Donc à chaque fois, moi, je me réinventais un peu en fonction de ces différents événements. L'objectif, c'était d'offrir le meilleur service possible. À ce moment-là, j'avais 20 ans, 21 ans. Ce qui est assez dingue de diriger un endroit comme ça à cet âge-là, quoi. Ouais. Enfin, quand tu vois, tu fais un peu la rétrospective, ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours. C'est Bah ouais, c'est sûr. Après, c'est pour ça aussi, tu vois, que je me suis mis un objectif un peu fort et que je me suis dit, il faut absolument que je sois clean de chez Clean. Je peux comprendre, tu vois, quand tu as la directrice marketing de Orange qui arrive et qui vient checker son événement et qui voit un gamin de 20 ans, 21 ans en face d'elle, je peux comprendre qu'il y a un peu de crainte et je l'ai ressenti plus d'une fois, tu vois. Mais au final, j'ai toujours fait le boulot, je me suis surpassé et c'est ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus carré, d'être beaucoup plus rigoureux parce que pas envie de décevoir à ce poste-là, quoi. Et ce lieu existe toujours aujourd'hui? Oui, oui, il existe toujours. Alors, il y a un site web qu'on aimerait refaire aussi parce que voilà, étant dans le métier maintenant, je pense qu'il mérite une belle refonte. Mais oui, le lieu existe toujours. Il y a encore pas mal d'événements qui se font là-bas. Et moi, je suis toujours actionnaire aussi de ce lieu. Donc, oui, oui, il existe toujours. Ouais. Ok, oui, parce que ça a été. Toi, tu n'as pas juste dirigé, tu as vraiment créé le projet. Et comment ça s'est passé justement? Enfin, je vais plutôt te poser la question, c'est tu as créé vraiment le projet. Parce que tu vois, tu me parles d'actionnariat, t'as pas juste été directeur, donc ça veut dire, entre guillemets, placé là pour monter le truc, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, c'est un projet familial, en fait. C'est un projet familial. Donc, ce qui explique aussi qu'à 20 ans, j'ai pu prendre ce poste-là, parce qu'effectivement, c'est pas un âge où on confie un poste de direction à. Mais oui, 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 c'est un projet familial. Comme j'ai arrêté mes études à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me concentrer aussi sur le projet. Et voilà, enfin, je sais plus quelle était la question, mais. Non, mais c'est intéressant de connaître un peu la structure de ce qu'il y a derrière. Ouais. Et que effectivement que ça soit toujours aujourd'hui un projet existant et qui fonctionne, donc ça c'est vraiment cool, Ouais, quoi. toujours en activité, et il y a des événements, je vois régulièrement, parce que maintenant on est à distance, donc c'est plus compliqué à suivre, mais j'ai régulièrement les photos, et puis aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est mes parents qui s'en occupent. Et oui, il y a toujours de l'activité, et je pense que c'est un lieu qui réunit pas mal de monde. Et qu'est-ce qui t'a fait, parce qu'aujourd'hui on est sur Rennes, qu'est-ce qui t'a fait venir sur Rennes en fait? Des raisons professionnelles, personnelles Alors Rennes, ça va être. En fait, j'ai de la famille en Bretagne. Moi, je suis à moitié breton, à moitié réunionnais, en gros. Donc voilà, Un je beau suis mélange. je suis des deux côtés. Il y a plus de mélange que ça, mais on va rester sur Ouais. sur les deux principaux. Euh, et, euh, et donc, de base, je devais pas être à Rennes. Quand j'ai arrêté en fait le domaine, enfin de travailler au domaine, c'est parce que je commençais aussi un peu à m'ennuyer. Tu vois, au bout d'un an, voilà, fait le tour, commençait à stagner un peu sur certains sujets. Je me suis dit bon, faudrait que je. En fait, c'est ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est que tout était trop facile, trop vite. Tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais en fait, j'ai quitté quelque chose de. Beaucoup de gens aspirent à ça. Tu vois, les îles, le cliché, poste de direction, ça marche assez bien. T'as ta petite voiture décapotable, machin. Enfin, j'étais vraiment dans un cliché. Et je me suis dit, ma vie peut pas être aussi facile, pas trop vite. Donc, il faut que je recrée un peu de challenge et un peu de contraintes. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais créer une start-up à Paris. Je voyais des mastodontes comme Airbnb, comme Blablacar émerger. Je me suis dit, mais c'est trop bien ce qu'ils font, et c'est vraiment le niveau au-dessus. Et je me suis dit, voilà, je vais créer une start-up à Paris. C'était mon objectif à ce moment-là. J'ai tout plaqué, et je me suis lancé dans l'aventure. Je précise qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans le digital. Donc, je savais envoyer des mails, mais en fait, j'étais vraiment très limité de ce côté-là. Zéro réseau, LinkedIn, j'avais peut-être 3 personnes dessus. Je partais vraiment de zéro, quoi.
Quand on te connaît aujourd'hui, oui, ça a changé. c'est allé vite. C'est clair que c'est allé très vite. Mais à ce moment-là, voilà, c'est tout à découvrir, tout à faire, le challenge que j'aime bien. Je décide d'intégrer Station F, que je pense beaucoup connaissent, qui est un des plus gros incubateurs de start-up. À ce moment-là, c'était encore en construction. Donc, je pouvais pas y accéder, mais je sais plus comment j'avais réussi à me débrouiller, mais j'étais allé à un événement où j'étais avec l'équipe de direction, casse de chantier, on visitait en fait le Station F vraiment nu. Donc du béton partout et plein de projets, mais il fallait se projeter, quoi. Donc on fait cette visite, moi hyper motivé, je me dis ok, il faut que j'intègre absolument Station F. J'avais pu passer après coup, donc il y a eu pas mal de temps après qui se sont écoulés. J'avais pu intégrer Station F, mais au final, je me suis installé à Rennes entre-temps, en me disant bah, quand Station F sera terminée, je pourrai aller là-bas, mais en attendant, je retourne à Rennes parce que je connais des gens, parce que j'aime beaucoup cette ville et je savais que je pouvais m'épanouir aussi de ce côté-là. Et puis après, en fait, en restant à Rennes, en étant vraiment dans cette démarche réseau, j'ai rencontré plein de gens et petit à petit, j'ai perdu cette envie d'aller à Paris parce que je me suis dit, j'ai le réseau, j'ai l'écosystème, Paris c'est à côté, je vais pas aller, voilà, le rythme de vie parisien est quand même un peu différent. Faut pas oublier que je venais de la Réunion à la base, donc je me suis dit non, je me sens bien à Rennes, il n'y a rien à envier en fait vraiment à Paris et surtout que Paris est disponible et accessible rapidement. Donc voilà pourquoi je suis venu à Rennes. Ouais, mais c'est vachement intéressant parce que souvent la position géographique, tu vois, tu dis, bah, tu es à La Réunion, tu veux venir à Paris, beaucoup de monde veulent aller à Paris pour construire une boîte et ça, parce que c'est un peu le pôle. On se dit, ah, vas-y. Et au final, de se retrouver à Rennes, ce qui est très bien, je ne critique pas parce que moi-même, vivant à Rennes, c'est une très belle ville, mais ne venez pas, c'est très moche. Ah, laissez-nous tranquille. Non, je rigole. Mais c'est une très belle ville, très dynamique d'un point de vue aussi de l'écosystème entrepreneurial et de retrouver ça. Et ça m'amène je pense, un peu à la période où on a dû se connaître parce que c'est là où sauf erreur de ma part, tu as lancé Made Job. Ouais. Mais aussi, on retrouve là un peu ta multicasquette de moi, ce que je t'ai connu alors à travers Startup Addict et marketing Rennes, voilà. Ouais, Web Marketing Rennes. Ouais. Web Marketing Rennes, qui sont deux meet-up que tu menais un peu de front, alors pas tout seul, mais avec une équipe, et en même temps de monter une startup, et c'est toujours ça, et ça se confirme aujourd'hui, on l'a vu dans ta présentation au début, c'est moi, je t'ai toujours perçu comme un mec qui a toujours 3-4 casquettes et je me suis toujours dit, mais comment il fait pour gérer 3-4 casquettes Enfin voilà, je me suis toujours posé la question. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un objectif en tête, c'était rattraper un peu le retard que j'avais pas, enfin ce retard par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont déjà implantés. Qui ont mon âge et qui sont déjà dans un écosystème, ont du réseau, etc. J'avais envie d'aller vite de ce côté-là, pas mal faire non plus, pas bâcler les choses, mais d'aller vite. Et j'avais du temps, tout mon temps à consacrer à ce projet entrepreneurial, à découvrir en fait tout ça. J'étais célibataire aussi à ce moment-là, c'est quand même important de le préciser parce que pareil, pas cette envie de couper pour partager du temps avec quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit, ok, mais concentre-toi sur ton projet entrepreneurial. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, où tu m'as connu justement, c'était pas rare que je dorme 3-4 heures par nuit et à enchaîner. Et j'ai pris énormément de plaisir à ça. Et beaucoup de gens autour de moi pensaient que justement je subissais un peu la chose, quoi, ou que j'étais obligé de faire ça. Et pas du tout. C'est juste que j'étais dans une euphorie totale à découvrir tout cet écosystème, à beaucoup réseauter aussi. Tu parles de Startup Addict, de Web Marketing Rennes. C'est deux réseaux que j'ai eu envie de créer parce que bah, justement dans ce mood il faut que je rencontre des gens, il faut que je m'entoure. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est savoir s'entourer. Mais pour savoir s'entourer, il faut aussi rencontrer des gens et puis se rendre compte que bah, voilà, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais pour ça, il faut en voir en fait et avoir cette expérience-là, se roder un peu à l'exercice. Les réseaux, tu vois, quand j'ai commencé à créer Amaze Job, c'était un peu ma priorité.
justement pour fonder cette équipe, pour pouvoir chercher mon cliché CTO, quelqu'un en com, quelqu'un en market, quelqu'un voilà, sur les différents pôles en fait, d'une boîte et d'une startup. Et je me suis dit, il faut que je réseaute, il faut que je rencontre des gens. J'ai commencé avec LinkedIn. J'ai pareil mon petit réseau LinkedIn, je l'ai joué au début. Voilà, on se connaît pas, j'aimerais bien qu'on se rencontre, on est dans la même ville. L'idée c'est qu'on s'apporte mutuellement et j'ai contacté plein de personnes comme ça. La plupart du temps, ça fonctionnait. Ouais, il faut préciser que ça, tu l'as fait il y a, allez, je dois dire, sûrement il y a entre 10 et 7 ans. Un peu moins, 7 ans, ouais, peut-être. 7 ans, ouais. Ouais. Ce qui aujourd'hui se fait beaucoup, mais à l'époque était rare. Ouais, c'était un peu... effectivement, en fait, j'avais deux types de réponses. Soit des gens plus inquiets ou qui me reposaient des questions parce que potentiellement j'avais un truc à leur vendre derrière ou forcément un peu plus méfiant. Ouais. Ou des gens qui me répondaient, mais c'est génial comme démarche, avec plaisir, pour prendre un café, etc. Et en fait, ça, voilà, j'y suis allé un peu au culot. J'organisais des rencontres. Je me souviens, des fois, je pouvais en planifier 6-7 d'affilée. J'allais dans un bar, je me trouvais un QG parce que j'aimais bien faire ça de façon un peu informelle pour voilà, casser un peu les codes. Et puis les gens que je rencontrais, des fois, on avait fini de discuter, ils se levaient, ils serraient la main à l'autre personne qui venait me rencontrer, et puis j'en enchaînais plusieurs comme ça, quoi. Donc ça a été une aventure pareil. Encore une fois, moi je trouvais ça hyper riche parce que les gens arrivent en fait avec leur histoire, avec leur background, avec leurs outils, leurs méthodes aussi. Et moi j'ai toujours été très curieux de ça. Et donc j'ai appris énormément. Et ce que je faisais à ce moment-là pour préparer l'autre coup aussi, c'était de leur dire, voilà, je vais créer un réseau. Qui va traiter de ça, ça et ça, est-ce que ça te dit d'en faire partie? Si je le crée, est-ce que tu serais OK, quoi? Et en fait, j'ai recueilli comme ça 30, 40, 50 personnes qui m'ont dit ouais, pas de souci, tu vois, un peu dans l'élan de notre échange qui se déroule en général très très bien. Il n'y a aucun échange aujourd'hui avec du recul qui s'est mal passé. Enfin, à chaque fois, ça a été des bons moments, pour moi en tout cas. Après, je ne parlerai pas à la place de ceux que j'ai rencontrés, mais voilà, je peux, sans trop m'avancer, je pense qu'on a vraiment pu échanger de la valeur dans ces moments-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à préparer Startup Addict. Mon objectif, c'est après avoir... en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais avant, il y avait des événements un peu dans tout et n'importe quoi. Je pense que toi, tu bougeais pas mal aussi à Rennes. Tu en avais dans le design, dans la com, dans le développement web. Il y a la French Tech. À l'époque, ça s'appelait la French Tech. Aujourd'hui, c'est le Pool qui organisait pas mal de choses et tout. Et moi, je passais d'événement en événement. Pareil, je pouvais en avoir 5-6 dans la semaine. C'était hyper riche. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce qui est un peu dommage, c'est que dans ces événements, c'est toujours très thématique. On vient pour quelque chose de très ciblé. Et moi, ça m'embête parce que à la fois, j'avais des événements très thématiques d'un côté, et de l'autre côté, j'avais plutôt des réseaux d'entrepreneurs, mais où là, tu te retrouves avec d'autres entrepreneurs, mais qui ont les mêmes contraintes que toi. Voilà, on peut échanger des bonnes pratiques, mais rapidement, ce dont on a besoin, c'est d'avoir l'avis d'autres types de personnes, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu créer avec Startup Addict. L'idée, c'était, on a des projets, maintenant, on veut à la fois rassembler la responsable com d'une personne qui va être plutôt sur du développement web, d'un assureur, d'un banquier, d'un étudiant aussi. J'ai vu beaucoup d'étudiants que j'ai conviés parce qu'avec Mes Jobs, on avait une plateforme, enfin une communauté d'ambassadeurs. Et on les convie en fait à ces événements. L'étudiant, il va toujours te dire ouais, mais moi je suis qu'un étudiant, j'ai pas de projet, j'ai pas de machin, des trucs. Mais en fait, j'ai eu des discussions bien plus riches avec certains étudiants qui arrivent avec des idées, avec une certaine forme de curiosité, qu'avec certains entrepreneurs qui ont des belles boîtes et tu vois, et donc tout ça, je voulais le voir dans un seul réseau que j'ai appelé Startup Addict. J'ai rapproché d'autres entrepreneurs. Au début, je le gérais solo et à un moment, ça faisait un peu compliqué avec la startup. Et puis après, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui ont voulu m'aider à gérer ça. On est parti sur un format où on faisait des after-work, on faisait des hors-séries aussi. L'idée, c'était de pouvoir faire du badminton, de l'escalade, de se retrouver dans un studio de musique professionnel. Voilà, on a fait plein d'événements comme ça où on allait dans des contextes un peu différents pour voir ce qui en ressort et l'énergie qui se dégage aussi de ce genre d'activité, quoi. Et ce qui est aujourd'hui, qui se voit aussi encore, même si je suis un peu moins du fait que aujourd'hui je suis plus l'entrepreneur qui se voit un peu moins, mais tu me diras, parce que toi peut-être tu le vois toujours, mais qui est moins vrai aujourd'hui. En fait, moi je trouve qu'il y a moins de choses aujourd'hui en termes d'événements. Alors depuis le Covid, on va pas se cacher. Et justement, ce type d'événement, ce type de réseau comme tu l'as créé existe toujours parce qu'il y a toujours des choses, mais c'est quand même assez. Je trouve que c'est rare en fait. C'est rare, ouais. C'est rare et c'est pourtant un format qui est vachement intéressant parce que
le réseau classique on est dans un bar, salle, voilà, où tout le monde boit un verre, et en fait on est en cercle, on discute, et souvent ce que tu dis, hein, on discute moi je trouve, sans trop approfondir, Mm. alors que le réseau où et moi c'est comme ça que tu me diras ta vision, mais moi là, les formats de réseau que tu as créés, qui est, tiens, on va faire du badminton, en fait on va créer un lien, et c'est pas sur le moment où on va créer un lien et où on va faire du badminton ensemble qu'on va parler de la boîte, d'un problématique, Mm. mais c'est après de dire, tiens, j'ai telle problématique, attends, je connais bien un tel, je vais l'appeler. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est là où en fait tu as de la vraie valeur ajoutée, je trouve. Mm. Alors c'est dommage que ça se passe pas dans le réseau, même si parfois on peut l'organiser, mais en fait ça c'est là où tu crées des vraies connexions, je trouve. Ouais. Bah, avec du recul sur cette communauté, sur ce réseau, on est monté à un peu plus de 400 personnes, entre 400 et 500 personnes. C'est vrai qu'avec du recul, il y en a qui ont trouvé du travail comme ça, il y en a qui se sont mis ensemble comme ça même, et des rencontres de fête. Il y a des gens voilà, qui se sont associés, qui ont créé des boîtes. Enfin, il y a de très belles histoires qu'on pu se faire avec ce point de départ de Startup Addict, des rencontres qui ont pu avoir lieu. Donc, moi, c'est une fierté, ça, tu vois, de pouvoir, d'avoir su impacter ce genre de choses. C'était très riche pour moi parce qu'au final, j'avais un peu automatisé aussi mon réseau. Plutôt que d'aller de partout, en fait, bah non, j'avais créé mon temps fort où les gens viennent un peu à moi, tu vois, en mode inbound un peu. Et puis c'est comme ça aussi, pareil, que j'ai trouvé des gens avec qui travailler, des gens avec qui euh, m'associer aussi. Enfin, donc moi j'ai adoré en fait ce moment-là. Il y a toujours des gens qui me demandent ouais, quand est-ce qu'on relance ça, que ce soit celui-là ou l'autre Web Marketing Rennes. Et moi, ça me manque. Tu vois, là, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est arrêté aussi assez naturellement. C'est pour ça qu'il y a assez peu de choses qui se font aujourd'hui, mais les gens sont quand même en attente, en manque de ça. Et moi, dès que je vais retrouver un peu de temps, je vais avoir envie de recréer quelque chose, peut-être dans le no-code ou peut-être dans d'autres univers qui m'importent maintenant. Mais c'est clair que je vais avoir envie de faire ça. Ouais. Mais et je le souhaite parce que c'est vrai que moi j'ai un très très bon souvenir. Alors j'ai été un peu moins startup addict, tu vois, j'ai plus été à web marketing, Ouais, qui était alors plus format conférence. c'est ça. Mais j'ai pu voir des mecs en face assez géniaux quoi, quand ils faisaient leurs conférences. Donc non, c'est vraiment cool. Et donc si demain tu relances, tu m'en Le parles. format Web Marketing Rennes, pour le coup, je fais un teaser. Alexandre Bringue, je te dédie cette intro. Mais voilà, je pense on va relancer quelque chose. Dans quel format, je sais pas, mais on a tous envie de se relancer un peu dans cette partie événementielle. Et c'est vrai que Web Marketing Rennes, en plus, on avait à cœur de bien faire les choses. On avait ce format conférence parce qu'on voulait apporter un maximum de valeur. Donc, Alex s'occupait d'aller chercher vraiment des speakers de renom en web marketing avec des sujets, des thématiques. Exemple, voilà comment dépenser 1 million d'euros en Facebook Ads dans l'année. Enfin voilà, des choses assez high level, on va dire. Mais en même temps très accessible parce que l'humain qui est en face a envie de partager dans cet ADN-là, et c'était hyper confortable. Et au-delà de l'aspect conférence, on avait toujours ce temps après de réseautage où là, l'objectif, c'était d'avoir des produits locaux. Ça peut être en pâtisserie, ça peut être des bières artisanales, etc. Enfin, on essayait d'avoir voilà, des gens qui viennent aussi partager, présenter leurs produits, et tout ça encadré par des sponsors pour que ça reste quand même gratuit et accessible à un maximum de personnes. Donc, moi, je n'étais pas étonné que ce format-là fonctionne et qu'à chaque fois, voilà, on remplisse les salles. Parce que ça plaît bien et qu'on y met aussi l'énergie qu'il faut derrière, quoi. Et tout ça, et je le rappelle, c'est en parallèle de ta startup, donc qui était Amazed Job, Ouais. qui a pareil, que t'avais une approche un peu pas différente, parce que je veux pas dire différente parce que c'était une startup, enfin moi comme je la connaissais un peu traditionnelle, comme on connaît, mais qui a eu un beau run aussi, hein, parce que et je vais en venir sur cette période qui a disparu aujourd'hui, mais t'as eu un beau run avec ça, quoi. Oui, c'est vrai que là on parlait des hobbies, mais Ouais, à côté il mais faut travailler. à côté il faut travailler. Et oui, là, ce qui me prenait vraiment beaucoup de temps à ce moment-là, c'est Amazed Job. Amazed Job, c'était une plateforme de services rémunérés entre particuliers. Donc là, mon objectif à ce moment-là, c'est on a tous des passions, un savoir-faire, quelque chose qu'on a envie
de partager, mais aussi pour aller chercher un complément de revenu, c'est important. Et donc, moi, ce qui me motivait à ce moment-là, c'était de créer cette plateforme avec à la fois un profil qu'on appelait needer, donc qui a des besoins et qui vient sur cette plateforme pour trouver réponse à ses besoins, et puis une autre partie jobber qui, lui, a les compétences pour y répondre, et dans différentes catégories, quoi. Donc là, voilà, pareil, on partait de zéro. On n'avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui que je découvre en no-code tous les jours et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai fait les choses de façon un peu classique, pris une agence au début pour bosser sur du développement un peu en dur de cette plateforme. Je m'étais emballé au début parce que j'étais arrivé avec un cahier des charges de je sais pas combien de pages et on m'a dit écoute, là ça va coûter 120 000 euros, donc voilà. Donc j'ai appris à comprendre aussi ce travail de découpage de V1, V2, V3. On commence par les bases et puis après on va chercher les choses en fonction. Et puis donc on a créé voilà, la plateforme de zéro. Je me suis rapidement entouré aussi parce qu'au début un peu solo sur l'aventure et puis il me fallait des gens motivés pour nous rejoindre. C'est là où j'ai fait des rencontres assez incroyables. J'ai vu des gens qui étaient prêts à lâcher leur job en disant mais écoute, je fais une année test avec toi, et diviser leur salaire par 3-4 en se disant mais non, mais il y a une aventure, il y a un truc, je le sens, on y va. Donc j'ai réussi à embarquer, à fédérer des gens autour de ça. On a créé aussi une communauté d'ambassadeurs, d'étudiants pour nous prêter à main forte là-dessus, et donc on a fait voilà, pas mal de choses pendant ces 3 années, parce que ça a duré 3 ans et demi à peu près. On est passé par différentes phases. Donc au début vraiment conception de plateforme, et puis après on était rapidement dans une phase de promotion. On a fait du street marketing dans Rennes. On s'est bien éclaté. J'ai fait un peu de radio, un peu de télé, un peu de trucs. Enfin voilà, on a pris tout ce qu'on pouvait pour faire connaître cette start-up et essayer de scale en fait derrière, comme toute bonne start-up. Ce qui est, alors c'est ma vision, hein, mais c'est pour moi, tu t'es lancé avec, et c'est enfin c'est pour ça que je te tire mon chapeau, que je n'ai pas, mais je te tire mon chapeau. Je trouve que le business dans lequel tu t'es lancé, qui est une plateforme de mise en relation, est l'un des business les plus durs en termes de start-up. Tu vois, parce que alors, moi en comparaison, j'avais lancé, alors pas une start-up, mais une boîte de production du visuel. Il n'y a rien de plus classique, et que tu connais ça aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est classique. Alors on peut toujours apporter de l'innovation, des choses comme ça, mais une plateforme de mise en relation, je me suis toujours dit, j'en ai connu quelques-unes pour en avoir côtoyé quelques-unes, dont la tienne. Ouais, c'est dur, quoi. Compliqué, effectivement, mais ça je l'ai pas compris tout de suite. Moi tout de suite, enfin à ce moment-là, il me faut cette plateforme. En fait, ce qui m'a donné le déclic de créer Mes Jobs, c'est le fait que je sois assez manuel. Tu vois, j'adore bricoler. À la fois, enfin ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être dans le bricolage, ça peut être dans la pâtisserie, ça peut être dans plein de trucs. Et je me suis dit, ces compétences-là, elles ne sont pas exceptionnelles. Enfin, il y en a beaucoup d'autres qui ont aussi des hobbies, des compétences, des passions, et qui pourraient le partager à d'autres personnes. Donc l'idée, elle m'est venue comme ça. J'ai creusé le sujet, forcément, ça, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, donc j'ai un peu étudié le marché. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu les freins qu'il y avait à créer effectivement une plateforme avec deux parcours, deux profils utilisateurs vraiment différents qu'il fallait adresser. En fait, c'est l'offre et la demande. En fait, il faut aller chercher l'offre, mais il faut que la demande suive, et vice-versa. Et j'ai pas vu la complexité qu'il y avait derrière, mais c'est vrai que si c'était à refaire, je me lancerais pas dans ce domaine-là, quoi. Ça a été très compliqué, ouais. Ouais, mais enfin, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, aussi, il faut dire que c'est pas... Maintenant, il en existe beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus digitalisé, il y a beaucoup de choses qui sont plus digitalisées. À l'époque, on était dans la période de Facebook qui marchait à feu de lieu. T'avais Instagram qui commençait à percer de mémoire. Enfin, tu vois, t'avais plein de petites plateformes. T'avais Airbnb qui commençait bien installé, mais ouais. Tu vois, mais en fait, c'était vraiment l'air, et il y avait des plateformes de mise en relation un peu pour tout, quoi. Et c'était très cool. Et il y en a qui ont perduré, il y en a qui marchent très bien encore aujourd'hui, mais je comprends aussi l'envie, et on connaissait peut-être pas à l'époque aussi les inconvénients. Ouais, les risques, c'est ça. Bon. Et justement, ça m'amène à m'approcher un peu de cette dernière partie de podcast, mais je vais rentrer doucement dedans. Ce qui est sur la prise de décision, c'est justement toi aujourd'hui, comment tu abordes cette décision, comment tu as abordé plutôt cette décision de dire, en fait, cette boîte, il faut que je la ferme, quoi.
Comment ça m'est venu? Bah, déjà les chiffres, hein, faut pas se le cacher, hein, à un moment donné, tu t'endettes, tu vas chercher des subventions à la BPI, etc. Enfin, tu fais tout ce que tu peux pour faire exister la boîte. Le business model, je l'ai challengé à un moment donné, parce qu'il fallait aussi agir à ce niveau-là. La levée de fonds, pareil, on est rentré dans ce, dans cette phase-là, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a une vraie prise de conscience sur le marché, ce qu'on apporte, la concurrence, et puis j'ai préféré arrêter en fait. Je me suis dit, ok, faut pas qu'on continue. On avait déjà tenté quelques pivots. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Et après, tout s'est passé quand même vraiment vite. Je crois que le plus dur, c'est de maintenir l'équipe, tu vois, dans une certaine dynamique quand toi, tu sais déjà qu'en fait, tu vas devoir fermer. Et je pense que c'est peut-être ça le plus compliqué. Mais au final, moi, je le faisais quand même avec. On va rebondir, en fait. D'une certaine façon, on va rebondir et on ne peut que faire ça. On a appris beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle beaucoup de lier l'utile à l'agréable. C'est quelque chose que je dois dire plusieurs fois dans mes journées. Mais j'ai voulu vraiment qu'on monte en compétence et qu'on apprenne aussi au passage et pas qu'on subisse en se disant qu'il faut absolument aller chercher du CA et pour faire exister la boîte. Donc, je pense que j'étais assez serein sur ce qu'on pouvait créer derrière, quoi. Par contre, voilà, ce que je te dis, le plus dur, c'est de se dire, dire à l'équipe à un moment d'annoncer ça. Et voilà, ça a été une période, moi, que j'ai pas mal vécu. Ça s'est fait très rapidement. Le jour J, quand tu l'annonces à l'équipe, forcément, tu vois les réactions qu'il y a en face. Et c'est limite ça qui te touche plus que ta propre réaction sur le sujet. Mais le lendemain, et ça peut paraître un peu bizarre, je sais pas, mais le lendemain, j'étais content en fait. Content, alors soulagé peut-être d'un certain poids aussi, parce qu'à un moment donné, ça devient aussi un peu un fardeau quand tu sens que ça va pas se faire. Mais le lendemain, j'avais la pêche pour me dire, ok, bon, c'est comment on se réinvente, qu'est-ce qu'on construit. D'ailleurs, l'idée, c'était de garder la même équipe parce qu'on était hyper complémentaires et on aimait bosser ensemble. Donc, on s'est dit, ok, ensemble, comment on peut recréer un projet, créer de la valeur en fonction de ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris. Et donc, ça s'est fait, voilà, très simplement à ce moment-là. Ouais. Ouais, parce que je comprends cette notion de le vivre avec. Alors, je parlais d'expérience parce que nous aussi on a vécu cette. Enfin, quand je dis nous, moi j'ai vécu cette expérience aussi de fermer une boîte. Oui. Euh, je me rappelle très bien comment on l'a prise avec mon ancien associé, où moi j'avais été voir à droite à gauche pour me poser des questions avec des gens que j'avais en totale confiance pour se dire ok, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Puis une discussion à un moment, on peut dire à l'associé ok, viens. Alors, je crois que toi t'étais seul dans la boîte, hein, je crois, ou t'avais un associé. J'avais un associé Ouais. sur la partie technique, ouais. Ouais, t'avais un associé. Ouais. C'est aussi de le dire ok, qu'est-ce que. Moi c'est moi qui ai initié la conversation et c'était après de dire aux équipes. Nous on n'avait pas une très très grosse équipe, on avait 2 personnes. Mhm. Mais je les ai pris individuellement et j'aurais annoncé parce que je voulais le faire, surtout qu'il y en a une qui c'était une alternance, le contrat, voilà, bon, c'est Ouais. un peu compliqué, donc, Ouais. donc ça, mais c'est, tu vois, j'entends complètement ce que tu dis de dire, mais en fait, une fois que tu as pris ta décision, c'est bien, quoi. Tu te dis, ok, je peux C'est quoi avancer. la suite, en fait? Je pense qu'il y en a qui ont besoin vraiment d'un gros break ou qui partent en dépression, je sais pas. Parce que pour le coup, j'ai connu aussi beaucoup d'entrepreneurs qu'on part et qu'on lâché. Mais il y en a beaucoup qui le vivent pas bien. Après, je sais pas dans quel système, dans quel écosystème ils vivent aussi, parce que c'est perçu plus par un échec par rapport aux autres. En fait, les autres voient ça comme un échec. C'est un peu le problème qu'on a. Je vais faire le cliché, mais en France, là où ailleurs, c'est valorisé parce que tu montes en compétence, tu apprends de tes erreurs. Et au final, moi, soit je m'en fous un peu du regard des autres, soit j'ai aussi. Enfin, je pense que c'est un peu des deux. À la fois, je m'en fous du regard des autres, et de l'autre côté, j'ai euh, une famille en fait et des amis bienveillants qui m'ont soutenu et je pense que là-dessus ça te permet de foncer après de... Mais c'est vrai que tu vois, tu finis un point que moi j'aborde très peu dans mes podcasts, mais qui est vachement intéressant, c'est aussi l'environnement familial et amical Mm. qui joue beaucoup en fait sur le fait de quand tu fais des choses, comment tu es perçu après. Et tu vois, moi, moi j'ai un cas tout à fait opposé, c'est de dire que j'ai les. Alors maintenant, mon frère est entrepreneur également, mais c'est quasiment le seul de la manière dont on le conçoit, c'est quasiment le seul dans mon entourage. Mhm. En fait, mes parents
quand j'ai fermé la boîte, il fait ok, très bien, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vois, pas de jugement, rien. Ouais, c'est quoi la next step, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais retrouver un boulot. Enfin, j'avais déjà retrouvé un boulot, donc ce qui était cool. Mais voilà, et puis en fait, on n'a pas ce jugement c'est vrai qu'on n'a pas ce jugement. Enfin, moi, j'ai pas eu ce jugement, donc en fait, j'ai toujours très bien vécu cette fin de boîte. Ouais, quoi. c'est une chance. Et c'est une force après pour pouvoir rebondir. Ouais. Et c'est vrai que tu le mentionnes et tu fais bien parce que je trouve que c'est important de se dire, ok, il y a comment on aborde cette fin, mais il y a aussi comment les autres l'abordent et comment nous font ressortir. Après, on est plus sensible ou pas. Voilà, c'est à leur réaction, mais oui, effectivement, c'est important. Ouais. Et toi, du coup, tu prends ces décisions, et je vais rester dans le domaine de la décision parce qu'aujourd'hui, tu le disais en intro, aujourd'hui, tu es sur plusieurs boîtes, tu es dirigeant de plusieurs boîtes, ou co-dirigeant, ou associé dans plusieurs structures. Comment, toi, tu te vois un peu sur tes prises de décision de ton toi d'il y a 20 ans qui dirige le domaine et ton toi d'aujourd'hui qui prend des décisions de dire ok, là je vais lancer un nouveau projet et ça. Est-ce que tu as vu une vraie différence dans la prise de décision? Une vraie différence, je pense pas. Je pense pas parce que j'essaie en tout cas de garder mes valeurs et je pense que les valeurs que j'avais il y a quelques années et celles que j'ai aujourd'hui sont toujours les mêmes. Et la prise de décision, elle se fait peut-être plus facilement en fait avec de l'expérience, avec du vécu. Ça, je le ressens aujourd'hui, j'ai plus de facilité peut-être à me positionner sur quelque chose, mais après, dans la prise de décision, je le fais toujours un peu de la même façon, avec cette écoute. Tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et donc, je suis assez alerte, beaucoup dans l'échange, la discussion. Là, j'ai appris avec le temps que la communication, c'est la clé en fait de tout. Donc, ouais, assez ouvert à ça, mais j'ai toujours je dirais la même façon de prendre mes décisions aujourd'hui. Ok, donc, et est-ce que d'ailleurs tu as un process? Alors, le terme process est toujours un peu exagéré, mais tu as une manière de prendre une décision. Est-ce que tu sais que, disons que demain tu dois créer un nouveau projet, est-ce que tu as une manière de décider? Alors déjà, j'ai entendu le terme process, moi ça me plaît bien parce que je suis pas matrixé process, mais je sais qu'il en faut et qu'il faut surtout les construire à plusieurs. En fait, j'aime pas imposer les choses, je préfère arriver avec une base parce que encore une fois, on peut pas partir feuille blanche tout le temps, mais j'arrive avec une base. Et après, en fonction de qui va exécuter et appliquer ces process, on se met autour, on voit ce qui est perfectible, on le teste pendant un mois, et au bout d'un mois, on essaie de se reposer la question, ok, est-ce que c'était pertinent? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin et on a voulu faire le truc complet, mais au final, ça crée plus de latence qu'autre chose, et on itère là-dessus. Donc c'est vraiment ma façon de faire. Maintenant, tu parles de créer un produit demain. Cet exemple spécifique, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc quand je suis arrivé au tout début, donc à la conception de mes jobs, je me suis dit, il me faut la plateforme, il faut qu'elle soit prête. J'ai fait un peu cette erreur de débutant, à passer trop de temps dans la conception et pas se confronter plus rapidement à sa cible. Aujourd'hui, il faut qu'on aille un peu plus vite, il faut qu'on itère. En plus, on a des outils pour le faire. C'est insolent maintenant ce qu'on est capable de faire avec les outils qu'on a. Donc on peut limite, tu vois, être rapide, efficace, agile et en même temps arriver avec quelque chose de clean et de bien foutu. Donc ça, c'est une chance. Et donc du coup, ouais, pour créer le produit, c'est arriver rapidement avec quelque chose, être hyper à l'écoute en face et concevoir le produit, co-créer le produit. Moi, je parle beaucoup de co-création aujourd'hui. C'est ce qui nous permet après de taper dans le mille et puis de se dire maintenant on peut grossir là-dessus, on a une base qui est saine et qui est scalable. Et justement, moi, tu vois, quand je reviens sur la discussion qu'on avait il y a 4-5 mois, quand tu m'avais présenté Cosmic, alors que je venais d'une boîte que je considère plutôt agile, plutôt souple, où on changeait très vite, pour moi, tu étais un ovni, quoi. Parce que tu me disais, on change des trucs comme ça, on teste, tac, tac. Je fais, ah ouais. Et pourtant, et ça fonctionne aujourd'hui, tu évolues, tu proposes un produit qui est solide. Donc moi, j'avais toujours j'ai eu cette perception d'agilité assez phénoménale qu'on retrouve dans ce que tu dis. Donc c'est ce qui est très intéressant. Et je vais la mettre en opposition un peu volontairement par rapport à Script, qui est là, même si tu l'as pas trop expliqué, mais qui est quand même s'intègre dans une plus grosse boîte.
Oui, avec plusieurs associés, c'est ça. des plus gros, enfin une entreprise plus établie, on va dire. Ouais, plus expérimenté dans un domaine plus vaste. Ouais. Comment tu gères un peu cette dualité de dire sur Cosmic, je peux être super agile, quasiment décider seul, entre guillemets, parce que avec l'équipe et tout ça, et te retrouver chez Script et te dire, bah là, alors t'as une autonomie, mais il y a du monde autour de toi. Comment tu gères ça, c'est un peu cette dualité? Alors ça se gère plutôt bien parce que dans Script, en fait, j'apporte quelque chose de complémentaire en fait aux autres, et du coup, je le fais un peu à ma façon. C'est vrai que dans les deux mondes, pour être un peu plus précis, parce que ça peut être un peu flou en face, Cosmic, ça va être l'ambiance un peu start-up. On a des clients, je les tutoie, je peux être en suite, casquette avec eux et puis blaguer. Et puis voilà, c'est vraiment le mood que j'ai envie de créer. Alors, je fais pas ça avec tous mes clients, mais ça arrive souvent qu'on soit un peu dans cette énergie-là. Alors que avec Script et plus largement, il y a une autre boîte en fait aussi dans cet écosystème qui est dans le milieu des congrès, médicaux. Euh, on est dans une ambiance où c'est un peu plus corpo. Voilà, tu es en chemise, tu vous vois, il y a plus de monde dans les calls, à la direction, à la fois médicale, à la fois marketing, etc. Et c'est marrant parce que ici, ça arrive que j'enchaîne un call où j'ai ma casquette et pour aller remettre une chemise et puis me changer. J'ai deux personnalités en fait. Donc je m'éclate un peu avec ça. Mais pour répondre à ta question, j'arrive quand même à apporter cette agilité parce que j'ai ma boîte à outils aussi. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans ce domaine-là au début, on m'a permis justement de tester, d'apporter de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Et c'est ce qu'ils ont aimé aussi avec ma présence, c'est de pouvoir les challenger et pouvoir apporter ça. Le groupe au global, on a la moitié, c'est des développeurs en fait. Enfin, c'est une boîte qui est quand même très tech de base. Hein. Ils ont innové sur un marché, le marché des congrès, où avant, voilà, on avait le cliché des techos avec des grosses cams, etc. Eux, ils sont arrivés, ils ont piloté les choses avec l'informatique, ils ont mis des petites cams, la PTZ, et c'est beaucoup de développeurs derrière qui ont conçu les plateformes et tout ce qui va bien. Donc eux sont déjà assez innovants, assez clivants aussi dans l'approche. Maintenant, c'est une boîte qui est quand même un peu plus établie, plus grande, une centaine de collaborateurs. Donc forcément, il y a des choses qui vont être un peu plus standards, un peu plus carrées. Et moi, quand je suis arrivé justement avec le no-code, pour rien cacher, hein, c'est vraiment le no-code et les outils qu'il y a derrière qui m'ont permis d'itérer, d'être plus agile. Euh, il y a eu de l'inconfort aussi à un moment donné parce que avant de créer Script, je travaillais dans cette structure et j'avais un rôle de responsable industrie. Donc quand il y a un congrès, il y a des labos aussi qui vont sponsoriser ce congrès. Et c'est des congrès, voilà, c'est pas des énormes congrès, mais on peut quand même se retrouver facilement avec 20, 30, 40, 50 laboratoires à gérer. Et ils ont leur mini-événement qu'on appelle des symposiums dans l'événement. Donc sur un congrès qui va durer 2-3 jours, je peux être amené à gérer une vingtaine, une trentaine de symposiums, donc de mini-événements dans l'événement. Et là, quand j'ai eu ça en main, en fait, je me suis dit, OK, comment je peux m'organiser pour pas me perdre, mais à la fois délivrer aussi le service qui va bien et pas envoyer, tu vois, un mail, tout le monde en copie, tout le monde reçoit le même mail, etc. Je voulais offrir une qualité de service, mais en même temps pouvoir le faire dans la quantité, quoi. Et là, bah, j'ai utilisé des outils, pas les leurs pour le coup, donc j'ai été un peu, on va dire, l'électron libre avec ces outils. J'ai testé, j'ai itéré, et puis j'ai pu gérer les choses. Et avec un niveau de qualité quand même attendu. Enfin, je pense que j'ai vraiment fait le travail de ce côté-là. Et c'est ça qui a été hyper intéressant. Et cette agilité, je continue de l'apporter aujourd'hui. Par le biais de Cosmic aussi. Cosmic est dans l'ombre, mais œuvre indirectement pour le compte de script, et là on a la possibilité d'utiliser des outils et des choses que je pense, voilà, des fois certains de nos clients ne soupçonnent peut-être même pas. Euh, et ça c'est fort, quoi. On n'en parle pas pour l'instant, mais j'aimerais bien à terme pouvoir, je dirais, lever un peu le voile sur ce qu'on a pu tester, itérer de façon très agile dans ce domaine-là. Et après j'ai la chance aussi d'avoir une petite équipe parce que Script aujourd'hui on est trois. Enfin trois, on va dire, avec deux autres associés aussi qui eux s'occupent du groupe, donc on est 5 au total. Et pareil, très, très agile. Nicolas, donc mon cofondateur, on va dire, opérationnel, lui a vraiment cette casquette audiovisuelle. Ça fait 10-15 ans qu'il fait ça.
C'est quelqu'un, c'est le MacGyver de l'audiovisuel, quoi. Il est là, enfin, tu lui dis on fait une conférence à l'autre bout du monde dans telle et telle condition, il y va, il s'en fout, il te prépare tout ce qu'il faut et puis on fonce, quoi. On fonce avec plus ou moins de matos et tout. Donc on est vraiment dans ce, tu vois, là je retrouve l'événementiel que j'avais un peu perdu, ce côté très tech, très digital, par le biais justement de script, et du coup on arrive à être agile et à innover comme on veut, hein. Bah, c'est marrant un peu ce retour en boucle justement que tu t'as mentionné, parce que tu retournes dans l'événementiel, mais c'est intéressant de voir un peu comment on peut apporter cette patte un peu d'électron libre dans une boîte. Alors il faut que la boîte l'admette et le veuille, hein. Toute boîte ne l'accepte pas, mais comment tu peux apporter des choses à travers une expérience aussi entrepreneuriale, parce que toi tu as eu une forte expérience entrepreneuriale, et d'arriver dans une boîte un peu plus habile, dire on va changer les choses. Bon, dans un certain cadre, mais on va changer les choses, et après tu t'adaptes et tu fais évoluer vachement de choses, et ça, tu vois, moi je l'ai vécu dans aujourd'hui 2 boîtes, alors même si mon impact est peut-être un peu moindre aujourd'hui, mais je trouve que c'est vachement important de le dire, et ça valorise aussi le fait que, tu vois, on disait tout à l'heure que l'entrepreneuriat est un échec, vu comme un échec, quand on ferme une boîte, des choses comme ça, alors que pas du tout, parce que ça apporte une valeur ajoutée de dingue, et ça donne une vision de dingue en fait. Ouais. Ah ouais, moi je pense que j'ai jamais autant appris que pendant cette période avec mes jobs, parce que voilà, je faisais des horaires de dingue. Et puis besoin de tout découvrir. Je pense que le plus gros problème qu'on peut avoir avec le temps, c'est de se dire, bon, bah, comme j'ai un peu d'expérience, il y a des choses, c'est acquis, et on pense savoir, en fait. On pense savoir, sauf que c'est mécanique d'année en année. On sait de moins en moins si on se maintient pas. Et quelqu'un qui, aujourd'hui, arrête d'apprendre, arrête d'être curieux, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, mais il s'en rend même pas compte, quoi. Donc oui, ça a été des années où ça a été très très riche, et le fait d'avoir échoué m'a peut-être permis aussi de rebondir sur quelque chose de nouveau et de continuer, enfin de recommencer en fait cette envie d'apprendre, de me redonner cette volonté d'apprendre. Parce que quand je suis arrivé dans ce milieu médical, à la base, je savais rien du tout. C'est un écosystème où il y a des congrès, il y a des médecins dans des spécialités hyper pointues, hyper précises, et puis là, tu essaies avec le digital de mixer tout ça, de prendre en compte leurs contraintes réglementaires, tout ce qui va avec, en fait. Et donc, tu redécouvres et tu te remets à apprendre. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant quand on s'arrête au final et qu'on recommence quelque chose. Je suis assez d'accord avec cette vision, et je suis content de l'aborder, parce que souvent on ne l'aborde pas beaucoup dans les podcasts. Et moi, je trouve que c'est aussi un message de dire, bah, allez-y, faites. Et si vous échouez, bah, vous échouez, mais vous apprendrez tellement de choses que... Faut surtout apprendre au passage. Il ne faut pas rentrer dans quelque chose de mécanique, à faire tout le temps voilà, la même chose, à chercher le profit à fond. Enfin, il faut vraiment être en éveil. D'ailleurs, c'est ce que nous, on a fait en 2023 là, avec Cosmic. On s'est dit, c'est une année test. On est dans un modèle en fait qui est hyper classique. Cosmic, on fait de la vente de sites web. Toi, tu connais bien en plus ce milieu. On n'a pas voulu le réinventer. J'ai pas voulu être innovant dans ce sens-là, mais je me suis dit, ok, comment je peux délivrer la meilleure expérience possible, étant moi-même passé par là, étant déçu aussi à certains moments. Je me suis dit, comment on peut améliorer ça? Et du coup, on a pris le temps de tester différentes cibles, on a pris le temps d'envoyer la bonne valeur, de mettre en place des ateliers ludiques pour co-créer avec le client, etc. Et aujourd'hui, on a des retours de dingue là-dessus. On a des témoignages d'ailleurs clients qu'il va falloir qu'on mette en avant, donc peut-être en vidéo, justement, compte tenu des ressources qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose en vidéo un peu sympa, mais pour montrer qu'on peut innover justement dans des schémas où à la base on a l'impression que c'est du classique, du vu et revu, quoi. Et je reviens un peu sur le domaine de la décision. Est-ce que tu te fais accompagner sur tes prises de décision d'un point de vue entrepreneurial, de manière générale? Est-ce que je me fais accompagner? Alors aujourd'hui, non. Avant, oui, plus déjà parce que j'étais avec Amaze Job, j'étais vachement en recherche de ça. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs au niveau des réseaux, tu vois, à créer une dynamique un peu différente. Startup Addict, au début, c'était hyper riche pour moi. Et puis rapidement, comme je suis monté aussi un peu en compétences, en expérience, j'avais plus l'impression d'aider les autres, plus qu'on m'aide moi. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a peut-être une passation à faire pour aller dans un réseau qui va me remettre dans ce format d'apprentissage. C'est pour ça que je suis allé sur du web marketing Rennes, et que j'ai voulu filer un coup de main à Alexandre Brink pour justement développer cette... C'est pas grave, on entendra le chat. Ok.
Bon, bah, si vous entendez le berger allemand en fond, je suis désolé pour ça. Mais, Donc, mais ouais, t'as lancé, t'as rejoint Web Marketing Rank pour trouver cette valeur un peu ajoutée. voilà, trouver cette valeur ajoutée, et parce que bah, je commençais aussi un peu à stagner. Et pareil, au niveau du mentor, moi, le mentor que j'ai trouvé, qui d'ailleurs est devenu mon associé aujourd'hui, je l'ai trouvé par le biais de Yao, que tu connais bien aussi, un de tes invités, donc Mario Piromali, enfin, que tu as eu d'ailleurs très récemment, là, avant moi. Et qui a créé un superbe écosystème pour les entrepreneurs. Donc j'ai eu un moment forcément plus actif parce que plus de besoins aussi, et c'est comme ça que j'ai trouvé un mentor qui a su m'aider dans mes prises de décision. Aujourd'hui, je suis pas forcément suivi de ce côté-là. Maintenant, j'ai aussi des entrepreneurs, en fait, un écosystème d'entrepreneurs. Mes frères sont entrepreneurs, ils entreprennent avec moi. Mon petit frère Guillaume, d'ailleurs, est co-founder de Cosmic. Christian est co-founder de Scalesia, une boîte qui est quand même assez connue. Et ensemble, il y a d'autres entrepreneurs aussi, mais c'est vrai que déjà entre frères, et j'ai cette chance-là d'avoir deux frères avec qui on entreprend et avec qui on peut échanger, partager. Donc on est vachement, voilà, on se remet en question, on partage nos bonnes comme nos moins bonnes pratiques. Quand on a des doutes, on s'appelle, on essaie de travailler ensemble. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne suis pas forcément suivi. Je pense que ça pourrait être bien que je retrouve aussi quelqu'un qui va venir me challenger, me leader un peu plus. Mais pour l'instant, non. Tu l'es un peu quand même parce que tu as un environnement qui va te comprendre et avec qui tu vas pouvoir échanger en fait. Oui, c'est ça. Oui, je puise en fait cette énergie de la part d'autres entrepreneurs. Ouais. C'est aussi, c'est souvent ce qu'on ne se rend pas compte, et j'en discute, là tu vois, une entrepreneuse qui commence, et en fait moi je trouve que j'ai beaucoup grandi sur cet aspect-là. J'avais un peu moins cette expérience-là, alors même si je l'avais à travers Yahoo, et tu fais bien de le mentionner, parce que avoir des parrains, moi j'ai eu la chance d'avoir un très bon parrain à Yahoo, et en fait j'ai été hébergé dans l'entreprise où la dirigeante qui est Valérie Cotreau, qui a également été sur ce podcast et avec qui j'ai beaucoup échangé, qui m'a servi un peu de marraine également. Et pour moi, c'était un peu mon papa et ma maman de l'entrepreneuriat. C'était marrant. Et avec des visions complètement différentes, mais qui se complétaient en fait d'une manière assez phénoménale. Et en fait, aujourd'hui, moi, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que j'ai un peu grandi sur ça, où à tout entrepreneur qui commence, j'ai envie de leur dire, entourez-vous le plus rapidement possible pour vous aider à faire grandir la boîte. Pas forcément, et alors attention, je mets bien une limite sur vous faire accompagner pour vous challenger. Ouais. Mais c'est jamais les personnes autour de vous qui prennent des décisions. Mais par contre, se faire challenger. Et en fait, toi, c'est un peu aujourd'hui ce que tu pourrais potentiellement avoir avec tes associés de script, les personnes qui sont autour de toi sur la partie cosmique, où tu peux sûrement aller les chercher, te faire un peu challenger, même si c'est peut-être moins formel qu'un conseil de surveillance ou un conseil d'administration ou un truc comme ça. Oui. D'ailleurs, je suis bien souvent pas dans ces schémas-là. Savoir donc, être entouré, c'est hyper important. Mais là où moi j'aimerais aussi qu'on s'arrête un peu, c'est sur sur des profils aussi qu'on peut avoir autour de nous pour s'inspirer au quotidien et être porté dans notre aventure entrepreneuriale. Faut pas aller chercher l'entrepreneur qui a déjà monté 10 boîtes, tu sais, les clichés des entrepreneurs un peu à succès. Ils vont t'apporter, mais ils vont pas t'apporter tout ce dont tu as besoin en tant que jeune entrepreneur qui se lance. Moi, j'ai vu des entrepreneurs conseiller des plus jeunes en leur disant il faut que tu fasses un business model, il faut que tu fasses ça, il faut que ce soit plus carré là-dessus. En fait, déjà, essaie de comprendre l'activité de la personne, tu vois, avant de lui donner des conseils, des schémas, des canevas types. Et moi, je sais que j'ai beaucoup puisé, et c'est Startup Addict qui m'a apporté ça d'ailleurs à l'époque. Quand je te disais que j'avais passé les meilleurs moments et que j'avais beaucoup plus appris des fois avec des étudiants plus qu'avec l'entrepreneur à succès, c'est véridique, c'est mon expérience. Et parce que y en a certains qui font preuve de clairvoyance, de curiosité, et c'est ça qui va te challenger. Tu vas entendre quelque chose, tu vas dire ah putain, mais c'est pas bête ce qu'il dit, pourquoi je le ferais pas comme ça ou comme ça. Donc je pense que voilà, être entouré, c'est pas uniquement d'entrepreneurs qui ont réussi, c'est de personnes qui viennent un peu d'horizons différents, mais qui sont bienveillants, qui sont positifs aussi à ton égard. Ouais, et je dirais même plus, il faut aller chercher. Alors, l'entrepreneur qui a monté 10 boîtes, c'est très bien, parce qu'il va avoir une vue, une vision, il va t'apporter tout un tas de trucs. Mais c'est aussi aller chercher les gens qui sont pas du tout du domaine, même que ce soit le domaine technique ou le domaine de l'entrepreneuriat,
et qui vont, et je le dis sans moyen péjoratif, mais qui vont poser des questions bêtes. De dire des fois, bah ouais, mais pourquoi tu fais ça? Bah je sais pas, tous les entrepreneurs me disent, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ah ouais, pourquoi je fais ça? Et là, ça te fait réfléchir. Après, ça se trouve, tu feras quand même. Tu prendras peut-être la décision que tu veux, mais ce fait de se faire poser des questions, c'est vachement important. Et tu fais bien de le mentionner, et je trouve que c'est très très important. Bah, on a différentes façons d'appréhender les choses. C'est comme quand on lit un bouquin. Tu sais, regarde, bah, t'en vois plein là d'ailleurs chez moi là. C'est les bouquins, quand tu vas l'ouvrir, tu as un but précis au moment où tu l'ouvres. Donc tu vas être sensible à certaines choses, tu vas surligner, tu vas prendre des notes. Tu l'ouvres, je sais pas, 6 mois, 1 an après, avec des objectifs un peu différents. Tu vas redécouvrir d'autres aspects de ce même bouquin et de ce même potentiel que tu avais dans les mains. Et ça, bah, c'est pour ça que ça dépend en fait de l'écoute que tu as et des envies et de la méthode que tu as aussi pour y aller. Et je pense que c'est important, pour revenir sur ce principe de réseau, voilà, d'ouvrir ses chakras et d'être entouré par des bonnes personnes de différents horizons, quoi. Et je vais finir ce podcast avec une dernière question, même si tu m'as un peu devancé. C'est si tu devais donner un conseil, alors sur la prise de décision ou sur l'entrepreneuriat en général, à l'audience, lequel serait-il? C'est vrai que j'ai tendance à parler du réseau quand c'est comme ça, de bien s'entourer. Je pense que c'est un peu cliché, mais en fait, avec du recul, y a que ça de vrai, en fait. Il y a que ça de vrai. Maintenant, pour pas du coup être redondant avec ce que je viens de dire, je pense que la montée en compétences, c'est le plus important. Pas stagner, être curieux, avoir un temps dédié dans son agenda. Moi, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de remettre en place mes rituels. J'ai eu tendance à être trop la tête dans le guidon avec de la prod un peu de partout et à oublier ces moments-là. Et c'est un peu comme voilà, les gens qui disent je fais pas assez de sport ou je profite pas assez, etc. Bah là, dans ton focus entrepreneurial, c'est pareil. Il faut vraiment que tu te dises dans la semaine, si tu peux pas prendre une demi-journée, parce que c'est quand même un luxe, tu prends 1 heure, 2 heures, ça va être en fin de journée, ça va être sur le temps du midi, j'en sais rien. Mais si au moins dans ta semaine, t'as pas 2 heures pour aller creuser, pour aller décortiquer tes newsletters, pour lire un bouquin, pour écouter un podcast, pour écouter ton podcast. Si tu prends pas, Je ne l'aurais pas dit mieux. si tu prends pas ce temps, en fait, au bout de 6 mois, tu vas te dire, mais attends, là, en fait, t'as juste cramé ton temps, t'as fait de la prod, t'as fait du chiffre peut-être, mais t'es pas monté en compétence. Il y a des choses que tu vas pas pouvoir appréhender comme ceux qui vraiment se préoccupent de ça. Et donc moi, mon conseil vraiment, c'est lâchez rien. Vous avez sûrement des bouquins, vous les regardez comme moi, il y en a plein là-dedans que vous avez acheté parce qu'ils ont l'air cool et que vous avez pas lu. En fait, prenez ce temps-là, prenez 1 heure, 2 heures dans la semaine, ouvrez un bouquin, écoutez un podcast, regardez un MOOC, j'en sais rien, ou déclenchez une visio avec quelqu'un pour parler d'un sujet. Sur LinkedIn, vous ouvrez votre LinkedIn, vous allez dans les messages, vous chopez la personne, allez, vous faites un top 3, un top 5 des personnes qui peuvent être pertinentes dans votre business ou pour tout un tas de raisons. Vous envoyez un message et voilà, on prend un temps. Moi, je vais pouvoir vous apporter de la valeur dans ces domaines-là. J'aimerais bien qu'on discute de ça et ça, parce que je vois que vous êtes calé sur le sujet, ou je vois que tu es calé sur le sujet, ça dépend de votre approche. Et puis, vous allez voir que derrière, c'est des moments, c'est des rencontres, et ça peut créer tout un tas d'opportunités derrière. Mais surtout un bon moment et puis un partage de savoir-faire qui est inestimable. Je pense que plus qu'un projet, un bon projet que tu signes et qui peut te permettre de développer ton business. Je suis tout à fait en raccord avec ça et je peux qu'encourager à suivre ton conseil. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. Ouais, merci à toi. Puis je pense qu'on aurait plein de choses encore à discuter, mais ouais, on peut discuter encore quelques heures. Je pense que on l'a déjà fait quelques heures déjà, donc bon, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour un peu nous avoir permis de rentrer un peu dans ton univers. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement si on veut te suivre? LinkedIn. LinkedIn, Alexandre François sur LinkedIn. Ou sinon par mail alexandre@cosmic.fr. Mais en tout cas, avec plaisir, si voilà, ceux qui écoutent ce podcast, ils ont un déclic, ils ont envie de parler de quelque chose ou autre, enfin qu'ils n'hésitent pas. J'ai pas toujours la meilleure réactivité du monde, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde, et si ça peut déclencher de belles rencontres à l'issue, ce serait génial. Super. Et ben voilà, vous avez les adresses, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, puis à très vite. Merci à toi, à très vite. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief
pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le petit débrief. Bon, déjà dans un premier temps, avant de souligner quelques points, j'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Franchement, ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître au dehors de mon cercle et de vous qui m'écoutez. Merci par avance. Bon, qu'est-ce qu'on en a retenu de ce podcast ? 3 ou 4 choses. La première, c'est l'importance de l'expérience. Et Alexandre nous montre ça à travers l'accession à des positions de décision, de direction assez rapidement, dans un âge qui est plutôt jeune, la vingtaine, alors que c'est normalement des postes qu'on atteint quand on a 10 ans de carrière, 15 ans, 20 ans, enfin voilà, dans des entreprises plus traditionnelles. Et là, on voit comment cette perception d'être jeune peut nous amener à prendre des décisions assez rapidement et à évoluer, à être plus mature, de plus en plus mature sur ce sujet-là. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai également vécu, et je peux que stresser le fait que ce type d'expérience est très enrichissante. Second point que je souhaiterais mettre en avant et avec lequel on a pas mal échangé avec Alexandre, c'est la partie création de réseau. Alexandre est arrivé sur Rennes, il ne connaissait personne, ou du moins peu de monde, il souhaitait monter une boîte. Voilà, comment il se crée le réseau ? Il prend quelque chose qu'il aime, l'organisation d'événements, il prend des sujets qu'il aime, il monte ça. Alors, ça ne s'est bien sûr pas fait du jour au lendemain, mais au fil de l'eau, c'est devenu un événement incontournable sur Rennes, et il s'est créé un réseau de fous. Et c'est pour ça que ça l'a aidé à mettre en place toutes ces startups, à faire connaître ses startups et tout ça. Donc, une très bonne manière, et même si je pense qu'il pourrait être extrapolé, même si on n'aime pas faire de l'événementiel, qui pourrait être extrapolé et utilisé, extrapolé pour se créer soi-même son réseau. Et enfin, troisième chose que je souhaiterais souligner, c'est la création de start-up. Comment on se retrouve, et on échange bien sur le sujet, comment on se retrouve en tant que jeune dirigeant, mais gérant une équipe de 5-10 personnes. On a peu ou pas d'expérience dans le domaine, on prend des décisions qui impliquent des gens, on va connaître l'échec, on va se relancer, créer de nouvelles boîtes, et tout ça, je trouve que c'est un message vachement intéressant que nous apporte Alexandre, un témoignage vachement intéressant que nous apporte Alexandre au travers de son témoignage. Donc voilà un peu ce que moi je retiens de cet épisode. J'espère que vous avez retenu également pas mal de choses, et que cet épisode, comme je l'ai dit en début de ce débrief, vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. Salut. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.